Au cœur de l'histoire. En tout et pour tout, le grand peintre hollandais Vermeer de Delft a peint une trentaine de tableaux connus, tous des chefs-d'œuvre, de quoi fasciner les amoureux de l'art, à commencer par Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Tous ceux qui ont pu voir en 1995 22 toiles de Vermeer réunies à La Haye, au Maurice suisse, en conservent un souvenir ébloui. Je choisis ce terme ébloui à dessein parce que on peut dire que le plus étonnant lorsqu'on envisage les sublimes tableaux de Vermeer, c'est cette espèce de lumière si particulière dont est nimbée cette peinture. Et on imagine naturellement que la rareté de ces œuvres ne pouvait qu'aiguiser l'appétit d'escrocs. Et oui, à commencer par les plus talentueux d'entre eux, et notamment le célèbre Han van Meegeren, qui au milieu du siècle dernier a joué quelques bons tours aux historiens de l'art. C'est par son incroyable aventure que j'aimerais vous faire entrer dans l'univers de Vermeer. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Le plus grand faussaire de tous les temps s'appelle Han van Meegeren. Il était né en 1889 près d'Utrecht et il s'est rendu mondialement célèbre pour avoir imposé de fausses toiles de maître et notamment de faux Vermeer à la plupart des grands musées. Il faut quand même pouvoir le faire. C'est une aventure qui peut paraître relevée de la petite histoire évidemment, mais qui est en fait beaucoup plus importante qu'elle n'en a l'air car sous des dehors un peu drôles et même parfois comiques, elle met en évidence par l'absurde certains travers de notre belle culture occidentale. Car s'il est un domaine où le culte de la rareté, où la recherche systématique de la nouveauté, où la mythification de certaines signatures a été poussée au paroxysme, c'est bien celui de la peinture, qu'il s'agisse de peinture ancienne ou de peinture contemporaine, ou alors on atteint, je pense on peut le dire, des sommets, on en dira peut-être un mot tout à l'heure. Surtout, c'est un domaine où les points de vue et les jugements personnels abdiquent souvent devant l'argument d'autorité et l'a priori convenu. Vous savez, un doute de la part d'un expert peut, sur un changement d'attribution, un critique qui émet quelques réserves, et d'un seul coup, une même toile, et je peux vous le garantir car j'ai vu ça de mes yeux, une même toile peut d'un seul coup perdre jusqu'au 9/10 de sa valeur, ou au contraire d'un seul coup se voir propulser et prendre énormément de valeur. Eh bien précisément, c'est tout ce système emblématique de notre civilisation que Van Meegeren s'est amusé à faire voler en éclats. Alors, au départ, disons-le, le personnage n'a rien d'un révolutionnaire. Au contraire, Han van Meegeren, je devrais dire Meegeren, il est hollandais, enfin il est néerlandais notre ami. Il exerce son art de peintre par passion. Il a dû lutter contre l'interdit paternel pour endosser sa blouse d'artiste. Il a été formé à son art par le plus pur des traditionalistes qui s'appelait Korteling. Et Korteling, pour qui la grande peinture s'arrête au milieu du XVIIe siècle, ça vous donne une idée de l'ouverture d'esprit du monsieur, et qui lui a appris à préparer ses toiles, ses couleurs, sa composition, son dessin, comme le faisaient les plus grands maîtres, Ter Borch, Frans Hals, De Hoek, etc. Nous sommes donc aux Pays-Bas, dans le pays légendaire de l'école hollandaise et dans un pays où la tradition en peinture n'est pas un vain mot. Or, notre Van Meegeren a eu l'occasion, au cours d'une jeunesse assez difficile, une jeunesse de peintre débutant, tout simplement, elle a eu l'occasion de constater tous les excès en vigueur sur le marché de l'art. Et j'ai envie de dire qu'il a compris, il a absolument compris comment tout ça marche. Il a commencé par peindre à l'ancienne, dans la plus pure tradition, un intérieur de Saint-Laurent. C'est une aquarelle qui a été primée à un concours de Delft et un riche collectionneur a voulu l'acquérir. Seulement, il voulait pas s'en séparer, alors il a eu une idée toute simple. C'est comme ça que ça commence généralement. Il a fait une
une copie de sa propre œuvre pour la vendre cher aux collectionneurs, tout en gardant l'original évidemment. Et puis, pour vous montrer quand même que c'est un malin, notre Van Meegeren, il a vu que la petite princesse Juliana des Pays-Bas, celle qui allait devenir la reine Juliana, avait l'habitude de poser pour les photographes à côté d'un petit, j'allais dire un faon, c'était pas un faon, c'était un daim apprivoisé, et il s'est dit que ça pouvait faire un joli modèle, le daim. Alors il a obtenu de la cour royale l'autorisation de peindre le daim lui-même, et puis il l'a proposé à un marchand de calendrier en lui disant que c'était le daim favori de la petite princesse Juliana. Tout ça s'est envolé, bien entendu. Il a compris qu'on pouvait faire de l'argent assez facilement, finalement, Van Meegeren. Il s'est mis notamment avec un de ses comparses à restaurer des toiles des 17 et 18e siècle. Alors c'était des toiles qui étaient un petit peu des croûtes, vous savez, des toiles de deuxième, pour pas dire de troisième ordre, sauf que les toiles en question, si vous les prenez, vous les restaurez, vous y installez de petits personnages, vous créez des ombres et des lumières un peu fortes, et vous donnez à une scène assez banale une sorte de personnalité, d'un seul coup, la toile, vous la vendez très cher. Et c'est ce que va faire Van Meegeren, jusqu'au jour où il découvre, en cherchant des vieilles toiles à retaper avec son copain, il découvre une toile extraordinaire, un cavalier qu'il identifie immédiatement comme un Frans Hals. On est en 1928, il est fier, cette fois il va pouvoir gagner sa vie, mais l'a gagner honnêtement, il a découvert un Frans Hals inconnu. Et oui, malheureusement, Bredius, le plus grand spécialiste, le plus grand expert d'art de l'époque pour tout ce qui concerne la peinture hollandaise, décrète que le Frans Hals est faux. Alors là, Van Meegeren et son compère décident de se venger. Ils vont fabriquer un faux Rembrandt. Mais alors, un Rembrandt plus vrai que nature, un Rembrandt sublime. Et en public, ils organisent une présentation du Rembrandt. Bredius, toujours le même, tombe littéralement à genoux devant la toile. Il la déclare magnifique, sublime. Et à ce moment-là, Van Meegeren sort un rasoir et il la lacère en public pour ridiculiser Bredius. C'est moi qui l'ai peinte, dit-il. Et il jette à la presse les clichés montrant la mystification en cours de réalisation. C'est à partir de ce moment-là que Van Meegeren décide de partir en guerre contre tous ces grands experts qui font la pluie et le beau temps sur le marché de l'art, et voulant leur donner une leçon, c'est lui-même qui va perdre dans l'affaire et sa dignité et tout simplement sa morale. Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire. Avec un récit qui nous raconte aujourd'hui sur Europe 1 l'histoire d'un faussaire en peinture, Van Meegeren, si je prononce bien. Van Meegeren, qui a acquis, et il a eu des raisons, une sorte de haine envers les experts, les critiques, les historiens de l'art, etc. Il veut leur donner une vraie leçon. Il faut dire qu'il y est un peu poussé par celle qui longtemps a été l'une des rares critiques à lui accorder sa confiance et qui est devenue tout simplement son épouse, qui s'appelle Jo de Boer, qui considère que Van Meegeren est un génie méconnu. Elle a le sentiment d'avoir véritablement mis la main sur un très grand artiste que personne ne comprend parce qu'il n'a pas su prendre, lui, la mesure de son temps. Il est resté dans une façon de peindre qui est celle du XVIIe siècle. Vous verrez que c'est assez peu banal, évidemment. Tous deux vont vivre en France, à Roquebrune, et c'est à Roquebrune, sous le beau soleil d'une Méditerranée qui devient pour lui une sorte de paradis, que Van Meegeren, qui est amoureux, qui est heureux, tout va mieux, décide de créer la supercherie du siècle. Il a les moyens de le faire maintenant. Alors, tout ça suppose de résoudre beaucoup de problèmes. Il faut trouver une toile, un châssis qui puisse être crédible. Il faut trouver les bons pigments. Et puis, vous savez qu'un tableau, ça présente un tableau ancien, ça présente des craquelures. Sauf que les craquelures en question, quand vous les faites artificiellement, ça se voit. Il faut que les craquelures, elles viennent du fond de la toile vers la surface et non pas l'inverse, ce qui est très très compliqué à réaliser. Et puis, la peinture elle-même durcit avec le temps. Une toile qui a 3 siècles, elle est d'une dureté de ciment, littéralement. Comment arriver à faire tout ça? Il se pose beaucoup de questions. Il a un véritable laboratoire chez lui, Van Meegeren. Et puis, il travaille. Ça fait 2 ans et demi, quand même, d'un travail énorme. Il décide de peindre un Vermeer. Pourquoi un Vermeer? Parce que c'est ce qui, a priori, est le plus impossible à copier. Vous imaginez un peintre d'une limpidité parfaite, dont on connaît tout l'œuvre peint. Ça paraît impensable. Eh bien, fin 34, il sort sa Dame lisant de la musique, qui présente tous les caractères d'une perfection indépassable. Et pourtant, Van Meegeren ne va pas vendre cette toile. Il ne la vend pas parce qu'il y a en lui une sorte de fond de souffrance qui ne demande qu'à s'exprimer. Il a envie de faire plus, il a envie de faire mieux. Le piège que Van Meegeren tente à Bredius, qui est devenu son ennemi, ce grand expert en art hollandais,
le piège qu'il monte est quasiment imparable. Il s'est dit que présenter un Vermeer classique sur le marché, c'était dangereux. On allait se poser des questions. Alors, il s'est dit qu'après tout, dans la peinture de Vermeer, qui est une peinture spécifiquement profane, ce sont des scènes de la vie, vous savez, il y a un paysage aussi très célèbre dont on parlera tout à l'heure. Dans cette peinture de Vermeer, il y a un seul tableau religieux. C'est le Christ chez Marthe et Marie de la National Gallery d'Édimbourg. Et donc, pourquoi ne pas peindre un autre tableau religieux de Vermeer? Et là, déjà, on sera dans quelque chose de plus extraordinaire. Et Van Meegeren a une idée diabolique, disons-le, c'est de peindre un Christ à Emmaüs. Vous voyez un peu toute la signification de la supercherie. Le Christ à Emmaüs, c'est le Christ qui n'est pas reconnu par les apôtres et qui va devoir faire la preuve de sa dimension christique avant même que saint Thomas ne doute. Vous savez, donc, évidemment, Van Meegeren fait un énorme pied de nez à toute la profession. Il étudie très longuement la composition, il ne prend pas de modèle, et il va signer le tableau, c'est là que c'est assez intelligent, il ne signe pas Vermeer, il signe V. Meer. Ambiguïté, Van Meegeren. La réussite de ce tableau qui sort au printemps 1937 est totale. La toile ne fait que 115 cm sur 127. C'est tout à fait dans l'esprit de ce qu'aurait pu peindre Vermeer. Cette toile, il la dégrade exprès, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer qu'un tableau aussi vieux n'ait jamais été restauré. Alors, il l'abîme volontairement et il la restaure avec des pigments du 18e, du 19e siècle. Enfin bref, c'est un piège terrible qu'il est en train de monter. Il monte tout son plan et il va rencontrer un monsieur dont la moralité est au-dessus de tout soupçon, qui s'appelle monsieur De Beaune. Ce monsieur De Beaune va lui servir d'homme de paille. C'est lui qui, en toute bonne foi, va lancer dans le monde cette supercherie qui va être pour toute la profession le plus grand piège de l'histoire de l'art. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Avec un récit sur Europe 1 qui s'intéresse à Han Van Meegeren ou l'histoire, Franck, d'un faussaire de génie. Et oui, ce faussaire a décidé de piéger le grand Bredius, le grand expert, et par l'intermédiaire donc d'un homme de paille auquel il a raconté des histoires très complexes et qui sont assez crédibles a priori, il va réussir à toucher Bredius, cette œuvre magnifique de Vermeer, le grand Vermeer de Delft, et grâce à Dieu, sorti de l'ombre où elle se trouvait depuis tant d'années, écrit Bredius. Non, je t'ai plus. Qui se ridiculise, évidemment. L'œuvre est mise à prix à 90 000 livres sterling, ce qui est une somme gigantesque pour l'époque. Duvin, le plus grand marchand de peinture au monde, aux États-Unis, envoie un expert qui lui renvoie par télégramme cette appréciation faux pourri. Donc les Américains n'ont pas été dupes, ils ont vu que c'était un faux. Mais Bredius, lui, en tient pour l'authenticité, et dans le Burlington Magazine, il écrit « C'est un moment merveilleux dans la vie d'un amateur d'art ». Finalement, il prend ses rêves pour des réalités, Bredius. C'est un moment merveilleux que celui où il se trouve soudain face au tableau jusqu'alors inconnu d'un très grand maître, demeuré intact sur sa toile d'origine. Dans aucun autre tableau du grand maître de Delft, nous ne trouvions un tel sentiment, une aussi profonde intelligence du texte biblique et tout simplement de l'humain. Vous imaginez l'hommage rendu par son pire ennemi à Van Meegeren, qui évidemment rit beaucoup dans l'ombre. Alors il a touché sur la somme, il a déjà touché 35 000 livres, Van Meegeren, et il se dit que néanmoins il va révéler la supercherie. D'accord, il a gagné d'argent, mais son but c'était de ridiculiser Bredius. Ben oui, mais il y a la vie en attendant. Il a payé des arriérés, de loyers, il a donné de l'argent à sa femme et très vite il a dépensé l'argent. Il ne peut pas, il va se trouver piégé. C'est l'engrenage. Il est pris dans son mensonge, il ne révèle pas la réalité et au lieu de la révéler au contraire, quelques mois après Emmaüs, il produit un nouveau faux, toujours aussi spectaculaire mais un peu plus facile puisque c'est un Peter de Hoor qu'il a choisi de copier, donc un peu plus facile, l'intérieur des buveurs. Et puis un joueur de cartes, etc. Je vous passe tous les faux qu'à partir de ce moment-là, Meegeren se met à produire jusqu'à celui qui va intéresser un très grand collectionneur d'art. On est là en pleine Seconde Guerre mondiale. Les Van Meegeren sont rentrés en Hollande. Le faux Vermeer a pour thème le Christ
et la femme adultère, et ça intéresse le maréchal Göring en personne, qui propose d'échanger le Vermeer contre 200 toiles qu'il avait fait saisir dans des musées de Hollande. Et voilà comment, sans l'avoir cherché ni voulu, Van Meegeren va rendre à la Hollande un grand service, puisque 200 toiles authentiques sont échangées contre son faux. Néanmoins, à la fin de la guerre, on va se poser des questions sur la provenance de ce tableau de Vermeer découvert dans les collections du maréchal Göring. Une commission est nommée à Amsterdam qui commence à poser des questions, et finalement Van Meegeren, qui est un peu au bout du rouleau à cette époque pour de toute autre raison, va finir par lâcher le morceau. Il accepte de peindre devant une commission d'experts un Christ à Emmaüs qui éblouit tout le monde par l'incroyable vérité, et c'est d'autant plus saisissant qu'on voit comment, alors là on assiste, les journalistes du monde entier viennent assister à la toile. Je vous dis un Christ à Emmaüs, non, c'est un Christ adolescent enseignant au temple qu'il va peindre devant la commission Cormans. On est là en juin 1946. Dès octobre 47, ça va être le procès Meegeren, procès très médiatisé déjà à l'époque. Il est condamné à 1 an de prison, il sera gracié, mais de toute façon, dès le 30 décembre suivant, Van Meegeren meurt d'une crise cardiaque. J'ajoute juste qu'en décembre 95, la scène que Van Meegeren avait attribuée à Vermeer, cette scène est passée en vente à Paris chez Maître Tajan. Elle a trouvé preneur à 53 000 €. Je suis très heureux d'accueillir à ce micro un grand historien de l'art, grand conférencier, Serge Legatte, qui connaît Vermeer comme il connaît d'ailleurs tous les peintres, c'est aussi simple que ça, et qui connaît bien sûr le cas Van Meegeren. Bonjour Serge Legatte. Bonjour Franck. Effectivement, l'affaire Van Meegeren reste une des affaires les plus étonnantes au niveau des faux. Ce qui est peut-être, j'allais dire, à la décharge de l'expert Bredius, c'était quand même son très grand âge. Je vais défendre les historiens d'art et les experts. C'est que Bredius était un très vieux monsieur à ce moment-là et qu'effectivement, avant de mourir, il a cru que c'était son bâton de maréchal. Absolument. Trouver un Vermeer, c'était au fond l'affaire de toute une vie. Et indéniablement, c'est peut-être aussi ce qui explique son enthousiasme. Alors, ce qui est étonnant, c'est la fascination, mais moi j'y adhère, mais c'est la fascination mondiale exercée par ces tableaux de Vermeer. Vermeer est un peintre à part quand même. C'est un peu Saint Vermeer dans le monde de l'art. C'est un peu Saint Vermeer, c'est tout à fait juste. Effectivement, Vermeer est un artiste qui reste un des mythes de la peinture. Indéniablement, l'une des choses qui compte, c'est déjà le peu d'œuvres connues. Je crois que la rareté crée déjà l'importance. Ça fait comme avec Léonard de Vinci, finalement. Il y a très peu d'œuvres. Absolument. On est très proche de Léonard, on est très proche de Georges de Latour aussi, pour la peinture française, avec peu d'œuvres, pardon. Et ces artistes dont on connaît des œuvres très limitées deviennent évidemment des mythes. Et pour Vermeer, c'est tout à fait le cas. Alors, ce qui est étonnant aussi chez Vermeer, c'est le peu que l'on sait sur son existence. Nous allons essayer de déchiffrer le bonhomme avant d'aborder l'œuvre en compagnie de Serge Legatte. Vous avez bien compris que la peinture est à l'honneur sur Europe 1 cet après-midi. C'est un paradoxe de faire une émission de radio sur quelque chose de visuel. Oui. Et en même temps, je trouve que c'est peut-être le plus stimulant des paradoxes. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Un extrait sur Europe 1 de la bande originale du film La jeune fille à la perle de Peter Weber avec Scarlett Johansson et Colin Firth, Franck. Un film tout à fait saisissant, très beau, très agréable à voir, qui est tiré du roman de Tracy Chevalier sur la vie de Vermeer. Est-ce que c'est un film historiquement fiable, Serge Legatte ? C'est un film, à mon avis, superbe. D'abord parce que l'on connaît très peu de choses sur la vie de Vermeer et que l'on peut donc spéculer sur beaucoup d'aspects. Ce qui est remarquable dans le film, c'est que le cadre est d'une authenticité totale. La description de Delft est parfaite et les habitudes hollandaises sont également admirablement tracées. Et l'adaptation du roman est, à mon avis, un exemple à suivre pour d'autres films. Alors le romancier comme le cinéaste ont pu laisser libre cours à leur imagination, puisque en réalité on sait quand même assez peu de choses sur l'existence de Vermeer. On sait très peu de choses. J'oserais dire que Vermeer, on le connaît à travers 2-3 dates. Une ville, la ville c'est Delft, alors là, évidemment. Oui, bien sûr, la ville de la fameuse céramique de Delft, ces carreaux de faïence bleu et blanc que tout le monde connaît. Et que l'on retrouve dans beaucoup des tableaux d'ailleurs de Vermeer. Le bleu de Delft est dans Vermeer, c'est étonnant. C'est l'une des couleurs favorites avec le jaune, cette harmonie jaune et bleu.
Ce que l'on sait donc de Vermeer, c'est sa date de naissance. Il est né en 1632. On sait qu'il meurt en 1675. Il meurt donc à 43 ans, déjà une carrière courte. Et que sait-on entre-temps ? Eh bien, l'on sait qu'il est reconnu comme maître indépendant, c'est-à-dire qu'il est maître de la guilde de Saint-Luc à Delft en 1653. Tout ce système des corporations que l'on trouve dans tous les pays à l'époque, mais particulièrement bien sûr aux Pays-Bas. Dans ce qu'on appelait les Provinces-Unies. Les Provinces-Unies. Ce qui est aussi très important, indéniablement, la naissance des Provinces-Unies explique aussi le côté souvent très patriotique que l'on peut déceler dans les tableaux de Vermeer. Et je reviens à cette date de 1653. C'est aussi une date essentielle puisque c'est l'année de son mariage. Et ce mariage est une des choses qui est indéniablement très importante que le film dont on vient de parler d'ailleurs montre admirablement, le rôle de l'épouse, le rôle de la belle-mère. Avec qui se marie-t-il ? Il se marie avec une jeune femme, Katharina Bolms, qui est une jeune femme d'une très bonne famille et d'une famille catholique, ce qui, dans ces Provinces-Unies protestantes, est donc une exception. Et alors là, chose très très drôle, on a retrouvé le texte de la mère de Katharina avant le mariage, où elle dit qu'elle ne s'opposera pas au mariage, ce qui montre donc un enthousiasme absolu de sa part, puisqu'elle est tout à fait contre, au fond, ce mariage. Et en fait, elle ne l'empêche pas, mais elle impose une chose, et c'est la conversion au catholicisme de Vermeer. Ah oui. Vermeer s'est converti, sans aucun doute de façon très opportuniste, pour se marier. Il n'y a aucune vraie conviction. D'ailleurs, la seule vraie peinture catholique de Vermeer, l'allégorie de la foi, qui est à New York, est, j'ose dire, le moins bon des tableaux de Vermeer, le tableau le plus scolaire. Il est authentique, celui-là ? Il est authentique. Aucun expert ne le remet pour l'instant en cause. Ce qui est amusant, sauf bien sûr pour les très grandes œuvres qui ont été répertoriées dès leur naissance, si je puis dire, et qui ont un pédigré complet, mais c'est que l'authenticité d'un certain nombre d'œuvres retrouvées ne tient qu'à l'avis des experts quand même. C'est là que Van Meegeren, on comprend finalement l'espèce de fièvre et l'énervement et l'emportement qui ont pu être les siens, c'est que tout ça quand même reste un peu subjectif, c'est l'argument d'autorité. C'est exactement l'argument d'autorité et je vais me permettre de dévoiler un secret qui est maintenant un secret de Polichinelle au moment de la fameuse exposition de La Haye dont vous aviez parlé, Franck. Évidemment, la couverture du catalogue, les billets représentaient la jeune femme au chapeau rouge de Washington. Et soyons francs, à l'heure actuelle, à part Washington, plus personne ne donne le tableau à Vermeer. Et l'histoire est la suivante, il y avait eu une sorte de chantage. Comme le musée de Washington a beaucoup de tableaux de Vermeer, vu le peu d'œuvres, c'était donc très important d'avoir ces prêts. Et Washington avait dit qu'il prêterait, le musée de Washington, la National Gallery avait dit qu'elle prêterait toute sa collection à condition que la jeune femme au chapeau rouge Elle a fait pression en fait. Exactement. Et là, il est absolument impossible de désattribuer un tableau qui a été à ce point-là médiatisé. Donc Washington a sauvé pour au moins 15 ans ce tableau qu'à part les États-Unis, plus personne ne donne à Vermeer. Et dans le catalogue, il est considéré comme un Vermeer, alors qu'à l'époque déjà beaucoup d'experts européens le considéraient comme une œuvre de l'entourage. Ça, c'est aussi la cuisine des experts et des musées. Et ce qui est fort, c'est d'avoir mis ce tableau en couverture même du catalogue. Ça, c'était l'obligation que Washington souhaitait. C'est quand même incroyable. Alors, vous nous avez dit, ça c'est très important, qu'on est à une période de grande transformation dans ce nord de l'Europe et spécifiquement aux Provinces-Unies. Le contexte politique a joué évidemment dans l'évolution même de la carrière de Vermeer. Le contexte est très important. Cela explique d'ailleurs une chose que l'on retrouve dans plusieurs des scènes de genre de Vermeer, c'est la présence quasiment obsessionnelle de cartes à l'arrière des tableaux. Ces cartes qui représentent les Provinces-Unies et qui parfois sont des cartes codées. On a par exemple dans l'allégorie de la peinture, un des plus beaux tableaux de Vermeer qui se trouve à Vienne, une carte qui représente le monde de cette Hollande qui est encore sous domination espagnole. Et la carte est pliée en son milieu, exactement à l'endroit où les provinces se sépareront, puisqu'on est déjà dans la rupture, mais on montre une carte antérieure pour montrer que la coupure est une coupure qui s'est matérialisée et qui est déjà présente même avant les traités de 1648. Est-ce qu'il faut aller chercher dans la liseuse, dans la dentelière, dans un certain nombre dans l'astronome évidemment, un certain nombre des chefs-d'œuvre de Vermeer, des secrets et des messages cachés comme celui-ci ?
Alors, je suis absolument persuadé que c'est l'une des grandes originalités de Vermeer, c'est que les peintres hollandais du XVIIe siècle sont des artistes qui adorent consteller leurs tableaux de messages qui sont des messages à peine codés pour les contemporains. La peinture est une peinture moralisatrice, très influencée par le protestantisme, et on a des codes. Vermeer, lui, au contraire, supprime très souvent les codes. Et ça, c'est ce que la technique moderne nous a fait découvrir. Les radiographies montrent assez souvent que des détails qui auraient expliqué la symbolique du tableau, au lieu d'être rajoutés, sont supprimés par Vermeer. À ce niveau-là, c'est son originalité. Il est exactement dans la démarche inverse des autres peintres comme Metsu, Mieris, Peter de Hooch, qui soulignent la symbolique. Alors justement, quelles ont été les influences qu'a subi Vermeer, s'il en a subi, et surtout, quel a été son maître? Alors, c'est une des grandes questions. On ne sait absolument pas qui a formé Vermeer. Personne ne peut dire qui est le maître de Vermeer. On a avancé des noms. On avait avancé le nom de Karel Fabricius, qui est un très beau peintre de Delft, mais qui ne peut pas, pour des raisons de date, avoir été le maître de Vermeer. On a parlé de rapprochement avec Peter de Hooch. Qu'il y ait eu une rivalité, oui. Un rapport de maître à élève, non. Et dernière chose, Montias, qui est un grand expert des années 1977-1980. John Malcolm Montias, qui était un monsieur que j'ai bien connu, tout à fait merveilleux. Un personnage extraordinaire qui a fait beaucoup avancer les connaissances sur Vermeer, a avancé l'idée, qui est à mon avis une des idées qu'il faut véritablement étudier dans les années à venir, que Vermeer ait pu être formé non pas à Delft, mais dans d'autres villes. Et on envisage peut-être Amsterdam ou peut-être Utrecht. Utrecht qui est un grand foyer caravagesque. Et Vermeer, dans ses premiers tableaux, est très influencé par l'école de Caravage, surtout l'école d'Utrecht, des peintres comme Terbruggen, par exemple, ont compté pour lui. C'est peut-être la composition, la lumière, on peut dire en quelque sorte le cadrage, je ne sais pas comment appeler ça, tout à fait. sont ceux de cette école caravagesque. C'est exactement ça. Et même dans certains thèmes, et chose intéressante, dans les arrière-plans des tableaux de Vermeer, en dehors des cartes dont nous avons parlé, on peut trouver des tableaux comme par exemple un tableau de l'école d'Utrecht qui est l'entremetteuse de Baburen, qui est un autre des peintres de cette école. Donc Vermeer connaissait très bien cette école. Alors l'œuvre de Vermeer n'a pas livré tous ses secrets, vous allez le voir. On peut dire que ce peintre fascine tous les intellectuels, tous les amoureux de l'art depuis maintenant plus d'un siècle. La Vermeer mania, c'est ce qu'il nous reste à étudier jusqu'à la fin de cette émission, Serge Legat. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Le mythe Vermeer est à l'honneur aujourd'hui sur Europe 1, ce que vous avez qualifié de Vermeer mania. Et oui, et c'est parmi les Vermeer maniaques figurait évidemment Marcel Proust. Dans La recherche du temps perdu, le rôle du critique d'art est réservé à un certain Bergotte. Et voilà, nous dit Proust, comment mourut Bergotte? Bergotte mourut dans les circonstances suivantes. Une crise d'urémie assez légère était cause qu'on lui avait prescrit le repos. Mais un critique ayant écrit que dans La vue de Delft de Vermeer, tableau qu'il adorait et croyait connaître très bien, un petit pan de mur jaune qu'il ne se rappelait pas était si bien peint qu'il était, si on le regardait seul, comme une précieuse œuvre d'art chinoise, d'une beauté qui se suffirait à elle-même, Bergotte mangea quelques pommes de terre, sortit et entra à l'exposition. Dès les premières marches qu'il eut à gravir, il fut pris d'étourdissement. Il passa devant plusieurs tableaux et eut l'impression de la sécheresse et de l'inutilité d'un art si factice et qui ne valait pas les courants d'air et de soleil d'un palazzo de Venise ou d'une simple maison au bord de la mer. Enfin, il fut devant le Vermeer, qu'il se rappelait plus éclatant, plus différent de tout ce qu'il connaissait, mais où, grâce à l'article du critique, il remarqua pour la première fois des petits personnages en bleu, que le sable était rose, et enfin la précieuse matière du tout petit pan de mur jaune. Ses étourdissements augmentaient. Il attachait son regard comme un enfant à un papillon jaune qu'il veut saisir au précieux petit pan de mur. C'est ainsi que j'aurais dû écrire, disait-il. Mes derniers livres sont trop secs. Il aurait fallu passer plusieurs couches de couleurs, rendre ma phrase en elle-même précieuse, comme ce petit pan de mur jaune. Cependant, la gravité de ces étourdissements ne lui échappait pas. Dans une céleste balance lui apparaissait, changeant l'un des plateaux, sa propre vie, tandis que l'autre contenait le petit pan de mur si bien peint en jaune. Il sentait qu'il avait imprudemment donné la première pour le second. Je ne voudrais pourtant pas, se dit-il, être pour les journaux du soir le fait divers de cette exposition. Il se répétait petit pan de mur jaune avec au vent, petit pan de mur jaune. Cependant, il s'abattit sur un canapé circulaire. Aussi brusquement, il cessa de penser
penser que sa vie était en jeu et revenant à l'optimisme se dit « C'est une simple indigestion que m'ont donné ces pommes de terre pas assez cuites, ce n'est rien ». Un nouveau coup l'abattit, il roula du canapé par terre où accoururent tous les visiteurs et les gardiens. Il était mort. On ne meurt plus pour Danzig, faut-il mourir pour un petit pan de mur jaune, Serge Legatte? Quelle plus belle idée que de mourir devant la beauté absolue. C'est que le talent de Proust est ici d'une façon éclatante. Dans La prisonnière, on retrouve vraiment cette exceptionnelle idée de faire mourir un homme qui est un amateur, qui est un homme éclairé et dont qui le meurt cœur devant bat plus vite devant la beauté absolue. Mourir, touche de peinture, la touche de peinture, le petit pan de mur jaune, l'idée de la beauté parfaite. Moi, je trouve que là, on est dans une démarche qui atteint le sublime habituel à Proust. Le tableau est venu à Paris dans les années 90. Je me rappelle l'avoir vu au Grand Palais, je ne sais plus à l'occasion de quelle exposition. Lorsque le musée, le Moritz-Heuss de La Haye était en travaux et que les chefs-d'œuvre du Moritz-Heuss étaient présentés à Paris cette année-là. Et ce tableau, il faut dire qu'il est très... cette vue de Delft, beaucoup plus grand tableau que les autres chez Vermeer, est assez inattendue dans l'œuvre. Elle est très inattendue comme vision. En plus, elle nous montre aussi une chose qui est une autre des spécificités de Vermeer. Les peintres hollandais sont plutôt des peintres qui se spécialisent sur des sujets. Frans Hals ne fait toute sa vie que des portraits. Il y a deux exceptions, c'est Rembrandt et Vermeer qui traitent absolument tous les sujets. Et Vermeer nous a laissé deux paysages. Le paysage de la vue de Delft du musée de La Haye et évidemment la ruelle du musée d'Amsterdam. Alors il faut décrire cette ruelle. C'est difficile de décrire. C'est très difficile. Imaginons une courette de briques, une rue pavée, des reflets extraordinaires sur des carreaux qui ont l'air plus vitrés que du verre, hein, c'est très extraordinaire. Et puis surtout, cette lumière qui n'en est pas une, où est le secret de la lumière de Vermeer? Comment faire pour donner à des toiles l'impression d'un ciel orageux, d'une lumière qui aurait filtré à travers d'épaisses couches de nuages cotonneux? Oui, je crois que c'est la magie de Vermeer, quand on dit que c'est le peintre par excellence de la lumière caressante. Je trouve que c'est le plus joli terme, c'est exactement ce que l'on peut retrouver. Et cela explique d'ailleurs que tous les amateurs de la lumière ont toujours aimé, on parlait de Vermeermania, je reprends le terme, bien il faut savoir que même un artiste comme Renoir, qui sera un grand peintre de la lumière et de la couleur, Renoir disait que par exemple la dentelière du musée du Louvre était pour lui le plus beau tableau du Louvre. C'est donc une succession d'admiration et de travail sur ces effets de lumière. La dentelière, toute petite toile avec ses fils de couleurs vives qui sont littéralement comme si le peintre avait laissé couler la peinture sur la toile. Hein. Ça c'est très spectaculaire. Et une chose très spectaculaire que peu de gens regardent vu le petit format du tableau, c'est que la dentelière tient entre ses mains deux fils qui sont des traits d'une précision totale. Par contre, les fils qui sortent de sa trousse à ouvrage, de son coussin à ouvrage, pour prendre le terme de l'époque, sont comme une coulure de peinture moderne. Et ça explique sans aucun doute aussi une chose, c'est que Vermeer devait utiliser des appareils d'optique, la fameuse chambre obscure, la chambre noire, la camera oscura, pour prendre le terme italien, que les peintres utilisaient. C'était quoi en deux mots cette chambre obscure? C'est une sorte d'ancêtre de l'appareil photographique. C'est ça, au fond. C'est tout simplement une boîte optique avec des jeux qui permettent tout simplement à travers un objectif, des jeux de miroir, de déjà avoir une sorte de mise en page de la composition à venir. Et ça annonce absolument l'appareil photographique. La composition d'ailleurs est inversée quand on la regarde dans cet appareil. Et d'ailleurs la lumière qui normalement sur tout tableau vient toujours de la gauche, chez Vermeer c'est moins évident. Chez Vermeer, on peut avoir les deux sources lumineuses. Ça, c'était entre parenthèses, quelle maîtrise faut-il atteindre pour obtenir ce résultat? Alors Vermeer n'a pas eu de continuateur au sens propre, mais il a eu de grands admirateurs. Je pense à Salvador Dali, par exemple. Ça, je trouve que l'histoire est extraordinaire, puisque Salvador Dali, en 1947, a fait son classement des très grands peintres. Quels sont les plus grands peintres? Alors, petit détail, Salvador Dali se mettait en numéro 5, avant Picasso. Et alors, pour Vermeer, je voudrais simplement... Rien que ça. Je voudrais simplement donner juste... en technique 20 sur 20, en inspiration 20 sur 20, en couleur 20 sur 20, en dessin 20 sur 20, en génie 20 sur 20, en composition 20 sur 20, en originalité 19 sur 20, petit bémol, en mystère 20 sur 20. Ce qui est merveilleux, c'est que dans son classement, Piet Mondrian a 0,000,105. Ça montre le tempérament de Dali. Mais après tout, merci beaucoup Serge Legatte de nous avoir fait rêver sur la sublime lumière caressante de Vermeer. Bonjour Roland Pérez. Et bonjour Franck. Avez-vous un projet récent ou prochain de déménager
Oh mon Dieu, non, pas du tout. Moi, j'espère bien rester là où je suis. Très heureux. Alors, on va parler pourtant aujourd'hui avec les experts d'Europe 1, comment déménager seul, sereinement, sans stress. C'est possible et toutes les solutions vont être données par les experts aujourd'hui. Eh bien, alors, si vous avez des secrets pour déménager sans stress, je vais non seulement écouter, mais enregistrer l'émission. Merci. Oui, il y la a les retrouver en podcasts sur europe1.fr. Moi, c'est trop moderne pour moi. Tout ça. Oh, je vous expliquerai. Merci Juliane, Je nous vous nous embrasse. retrouvons lundi. Avec grand plaisir sur Europe 1. 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 Avec grand plaisir